Je suis ravie d'avoir participé à ce colloque sur les pouvoirs de l'imagination créatrice. C'est la deuxième fois que je viens au Maroc, mais c'est la première fois que je viens dans un contexte de rencontres littéraires et artistiques, invitée par l'Académie royale du Maroc. Et j'ai trouvé que c'était un colloque très riche qui croisait les différents arts, la peinture, le théâtre, la littérature, mais aussi une réflexion psychanalytique finalement sur la littérature. Et puis j'ai trouvé que c'était très très riche avec des intervenants de différents horizons et un apport des uns et des autres qui venaient se compléter et qui a permis en fait une véritable ouverture justement sur une réflexion, une ouverture sur le champ de l'imaginaire créateur. J'ai beaucoup voyagé ces dernières années. J'ai vécu à plusieurs années. Alors déjà j'ai grandi à Tunis jusqu'à l'âge de 18 ans. Après je suis allée m'installer en France. J'ai fait plusieurs séjours en Inde, en Équateur, en Angleterre. Et puis quand je suis devenue professeure de français, de lettres, j'ai décidé de demander des postes à l'étranger. Et donc j'ai vécu 3 ans au Sénégal, à Dakar, où j'étais professeure au lycée français. Et ensuite 4 années à Madagascar. Et je suis de retour en région parisienne depuis 4 ans. Et je dirais que ces différents voyages m'ont permis de nourrir en fait mon imaginaire, même pour le premier roman qui se passe en Tunisie, Noces de Jasmin. Pourquoi? Parce que je l'ai écrit à Madagascar à un moment de vie où je ressentais une forme d'éloignement géographique avec mon pays. C'est quand même très loin à Madagascar, hein. C'est plusieurs heures de vol. Pour aller de Madagascar en Tunisie, c'est au moins 12 heures, voire plus de vol. Et avec le contexte en plus qui est arrivé du Covid, c'était plus compliqué pour moi de pouvoir voir mes proches. Et c'est vrai que tout ce moment de vie, j'ai eu besoin de retourner vers ma terre natale, de me retourner vers ma terre natale. Alors j'ai cherché un peu mon sujet et puis j'ai fini par décider d'écrire ce roman sur la révolution de Jasmin qui s'appelle donc Noces de Jasmin et qui retrace les 3 semaines avant la chute du régime de Ben Ali. Il se trouve que le fait de vivre à Madagascar a aussi nourri l'écriture. Ça a été un déclencheur. Pourquoi? Parce que je discutais souvent avec une écrivaine renommée sur place qui me parlait des révoltes successives qui avaient lieu à Madagascar et qui ne débouchaient pas sur une révolution. Et on s'est interrogé sur le déclencheur, sur le processus en fait qui amenait un peuple à aller jusqu'au bout d'une révolte. Et on a discuté justement de ce qui se passait à Madagascar et de ce qui s'était passé en Tunisie. Et ça m'a donné envie d'écrire en fait ce roman là-bas. Et il a rencontré d'ailleurs un public à Madagascar qui s'est intéressé justement à cet événement historique marquant. Ensuite, c'est intéressant parce que le roman sur Madagascar, je ne l'ai pas écrit à Madagascar. Il faut croire que l'éloignement géographique peut aider justement à prendre la distance nécessaire. Je dirais l'éloignement géographique est temporel aussi, puisque le premier roman, je l'ai écrit des années après avoir quitté la Tunisie. Et le roman sur Madagascar, j'ai eu des difficultés à entrer en écriture. J'ai trouvé mon sujet 1 an et demi après être entrée et m'y tombé un petit peu dessus par hasard, puisqu'il s'agit du séjour de la dernière reine de Madagascar, Rana Valone III, à Tunis en 1907, et que je n'ai appris cet événement qu'en retournant en vacances à Tunis. Et donc l'écriture de ce roman m'a pris du temps, 3 années, entre des va-et-vient entre des recherches aux archives nationales de Tunisie, et puis des lectures diverses, jusqu'à réussir enfin à entrer en écriture pour me mettre dans le cœur de la reine. C'est intéressant de s'interroger quand on écrit sur ce qui déclenche en fait un prisme d'écriture. Moi, le mien, il a été un peu trouvé par hasard, et puis c'est affirmé, c'est justement de donner la voix à des femmes.
Donc il y a une forme de féminisme dans mon roman qui n'était pas revendiqué au départ, mais qui s'est affirmé au fil du processus de création, puisque dans mon roman, la reine Rana Valon III rencontre des souveraines en Orient, et notamment Lalla Bey Akmar, qui était une ancienne odalisque circassienne, offerte par le sultan de Constantinople au bey de Tunis à l'époque. Donc elle avait 14 ans quand elle est arrivée, et le bey était très âgé. Alors elle a été dans son harem, hein, une des femmes de son harem, et puis ensuite, à son décès, elle a épousé le frère qui était tout aussi vieux. Ça a été assez un calvaire, hein, ce deuxième mariage pour elle, et puis finalement le troisième mariage est heureux. Elle se marie avec Nasr Bey, qui est le père de Moncef Bey, qui a initié les premiers mouvements nationalistes en Tunisie avant Bourguiba. Et donc Nasr Bey lui permet à un moment donné de rencontrer une princesse égyptienne qui s'appelle Nazli. Et Nazli est venue s'installer à Tunis. Elle s'est mariée avec un membre de la Khaldounia, qui est une association démocratique de pensée en Tunisie. Et ensemble, elles vont créer des salons littéraires de pensée féminin qui ont porté sur une lecture de l'islam, le port du voile, la place de la femme dans la société. Elles ont créé d'ailleurs la première école pour filles à Tunis. Et puis, bien évidemment aussi, un mouvement, des salons de pensée qui permettent petit à petit déjà à penser un mouvement alors, nationaliste, c'est peut-être un peu fort pour l'époque, mais en tout cas, ce sont les prémices d'une réflexion sur la liberté d'un peuple et sur la place en fait des Tunisiens dans le protectorat français. Elles initient aussi cette réflexion-là aux côtés d'hommes illustres, Ali Bashamba et tous les grands hommes qu'on retrouve dans les livres d'histoire. Mais c'est là qu'on se pose la question de l'écriture de l'histoire, puisque finalement ces femmes sont très peu citées. Il y a quelques biographies qui ont été écrites sur elles, en Tunisie notamment, qui sont très récentes, des biographies plutôt historiques, parfois légèrement romancées. Mais c'était pour moi une véritable découverte, et j'ai trouvé ça absolument passionnant de voir que ces femmes avaient initié ce mouvement en fait déjà de pensée auquel elles ont en plus associé des hommes à un moment donné. Donc il y avait des espaces pour les femmes, des espaces de pensée où on retrouvait différentes manifestations artistiques, hein, du chant, de la danse, des discussions entre femmes, mais aussi dans des moments plus solennels et politiques, des moments où notamment la princesse Nazli, qui était très très affirmée sur un plan politique déjà en Égypte, au Caire, avant de s'installer en Tunisie, ces mouvements de pensée sont très présents et vont construire petit à petit un chemin. En tout cas, c'est une lecture hypothétique que je pose hein, dans le roman, un chemin vers la contestation de l'oppression coloniale. Ça, c'est très intéressant. Sans oublier que à ces mouvements de pensée était associée une journaliste très intéressante aussi, française, d'origine orientale, qui a grandi à Jérusalem et qui a été la première écrivaine lauréate du prix Femina parce que refusée par le Goncourt, et qui va énormément fréquenter la princesse Nazli, et elle en parle d'ailleurs dans ses livres. Il s'agit de Myriam Hari, une grande journaliste et écrivaine française d'origine orientale qui a grandi à Jérusalem et qui recevra le prix Femina pour son roman La conquête de Jérusalem en 1904 parce que refusée par le Goncourt. Et c'est suite à ce roman-là qu'elle décidera de poursuivre une carrière de journaliste et d'écrivaine et d'aller s'installer à Tunis et de voyager partout dans le monde. Elle va fréquenter d'ailleurs Nazli, et c'est ainsi que, en fait, on retrouve dans ses récits sur la Tunisie blanche, la Tunisie enchantée, des récits qu'elle a écrits dans lesquels elle parle de son amitié avec la princesse Nazli.
C'est d'ailleurs dans ces récits-là que je découvre aussi que finalement, la reine Ranavalon III, dont il est question dans mon deuxième roman, se rend réellement à Tunis en 1907, puisqu'un doute persistait, il y avait très peu de traces, dans les livres d'histoire. Par contre, toute la fiction de ce roman, ça a été d'imaginer la rencontre de Ranavalon III avec ces femmes profondément féministes. Le regard de ces femmes sur la société de leur époque, que ce soit la princesse Nazé ou Lalla Beirmar, qui ont vécu en plus l'oppression féminine, les harems, en tout cas pour Lalla Beirmar, le mariage forcé pour la princesse Nazé, puisqu'elle a été mariée une première fois d'un mariage forcé avant de pouvoir choisir vraiment, après 10 années de veuvage, son mari qui avait 10 années de moins qu'elle. Je tiens à le préciser parce que c'était quand même quelque chose de très rare à l'époque. Ce sont des salons de pensée qui me permettent d'avoir une réflexion sur le monde féminin d'aujourd'hui. Dans un premier temps, parce que souvent, quelle que soit la région du monde, on se rend compte que les femmes, en littérature ou ailleurs, sont souvent invisibilisées. C'est d'ailleurs une réflexion qui est très présente, par exemple dans l'éducation nationale en France, puisque les écrivaines, aujourd'hui, sont mises au programme, même les écrivaines inconnues, comme Madame de Graffigny, qui arrive au programme l'année prochaine avec ses lettres d'une péruvienne au XVIIIe siècle. Très intéressant, forme de lettres persanes au féminin. Je me dis que donner aussi, réhabiliter ces images de femmes fortes d'Orient ou d'Afrique, comme la reine Ranavalon, c'est aussi un message sur... alors, il n'était pas conscient au départ, ni avec le peu de distance que j'ai maintenant par rapport à l'écriture de mon roman, je me dis que inconsciemment, il y avait quand même aussi une volonté de montrer que des femmes de pays dans lesquels l'histoire a été écrite, parfois d'une certaine manière, ou en mettant en lumière les hommes, l'histoire de ces femmes va permettre peut-être aussi d'aller vers d'autres champs d'investigation autour du féminisme qui existait à l'époque, et peut-être d'avoir une réflexion sur le combat des femmes aujourd'hui pour exister dans une société à part entière, pour avoir une place plus affirmée, parce que les inégalités persistent, soyons très clairs. Je pense aussi que ça va permettre à certaines femmes, je l'espère en tout cas, dans certaines régions du monde aussi, de s'interroger peut-être sur leur rapport à la société, sur leur rapport à des traditions, sur leur lien en fait aussi aux arts et à l'existence dans la vie de tous les jours, mais aussi intellectuelle, puisqu'on voit que ces femmes avaient vraiment une part très présente dans la vie politique de l'époque. Moi, je trouve que c'est passionnant de voir que ces femmes ont réussi à exister de cette manière. J'ai terminé l'écriture de ce roman il y a à peu près, on va dire, les épreuves se sont terminées il y a une quinzaine de jours maintenant, donc il est encore très frais. Et il va sortir donc en août, le 20 août 2025 aux éditions Jean-Claude Lattès, donc en région parisienne, et j'ai demandé à garder mes droits pour la Tunisie et pour Madagascar, où j'aimerais que ce roman puisse circuler et soit accessible aux Tunisiens et aux Malgaches, puisqu'il est question quand même beaucoup de Madagascar et de la Tunisie, et qu'il soit traduit aussi de manière beaucoup plus simple que si les droits n'avaient pas été gardés. Voilà, j'espère qu'il rencontrera ainsi un lectorat approprié, large, et qui touchera différentes régions du monde.